Depuis plus de 70 ans, d'importants acteurs ont fait basculer le conflit israélo-palestinien. Des personnalités historiques qui nous permettent de comprendre ce qui se joue aujourd'hui, de Jérusalem à Gaza en passant par Beyrouth. Guidés par Frédéric Ancel, géopolitologue chroniqueur à l'Express, et Corentin Pénard-Guéard, journaliste au Service Monde, on vous brosse 4 portraits majeurs du Proche-Orient. Épisode 1, Golda Meir et la guerre du Kippour. En cet après-midi du 14 mai 1948, David Ben Gourion, alors à la tête de l'Agence juive, une organisation sioniste, se dépêche d'entrer dans le musée des Beaux-Arts de Tel Aviv. Ce jour-là, le mandat britannique sur la Palestine connaît ses dernières heures. Le partage de la région a été voté à l'ONU il y a quelques mois. Malgré la demande de garder l'événement secret, une large foule s'est massée autour du musée. À l'intérieur, de nombreux invités sont réunis. Il y a notamment les 37 membres du Conseil général sioniste représentant tout le spectre politique. À 16h, le silence se fait. David Ben Gourion prononce un discours dans lequel il proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le silence laisse place à une explosion de joie. Dans les instants qui suivent, tous les membres du Conseil vont signer la déclaration d'indépendance. Parmi ces signataires, 2 femmes, dont Golda Meir. David Ben Gourion, devenu Premier ministre du pays, est prudent. Et face aux difficultés qui s'annoncent, notamment les tensions avec les pays arabes, il va largement s'appuyer sur cette femme politique engagée depuis des décennies pour un État sioniste. Des années plus tard, Golda Meir va accéder au poste de Premier ministre et son rôle dans la guerre du Kippour va être déterminant dans le conflit israélo-palestinien. Pour débuter cette série, nous allons donc nous intéresser à Golda Meir, seule femme à avoir été Premier ministre d'Israël. Le parcours de Golda Meir, née Mabovitch, commence en 1898, loin du Proche-Orient, à Kiev, dans un pays qui n'est pas encore l'Ukraine, comme nous l'explique Frédéric Ancel, géopolitologue. Golda Meir naît dans l'empire tsariste, comme beaucoup de juifs ashkénazes à la fin du 19e siècle. Il faut préciser d'ailleurs que cet empire abrite un peu plus des 3/4 du judaïsme mondial, donc c'est extrêmement important. Et elle, avec sa famille, part aux États-Unis, comme beaucoup de juifs de cet empire. Un peu plus de 2 millions partiront des grands pogroms de 1881 à la Première Guerre mondiale et à la fermeture des frontières. C'est quelqu'un qui donc va vivre aux États-Unis, sa jeunesse aux États-Unis, mais très rapidement, elle va se convertir au sionisme, qui est à l'époque, alors ce qu'on pourrait appeler une forme de nationalisme juif, mais c'est un nationalisme très particulier parce qu'une très grande partie, y compris bien évidemment Golda Meir, des militants ou des sympathisants sionistes, non seulement sont de gauche, mais sont même pour beaucoup marxisants. À l'époque, évidemment, Israël n'existe pas. C'est une parcelle de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, si vous préférez, Palestine turque ottomane. Et donc, elle va, au tout début du XXe siècle, aller s'installer, avec beaucoup d'ailleurs de courage, parce qu'à l'époque, pour quitter les États-Unis et rejoindre une terre extrêmement déshéritée, où pratiquement tout est à créer, sous une certaine hostilité ottomane et bédouine, d'ailleurs, locale, il faut être très courageux. Et ce sera l'une des marques, évidemment, enfin, l'une des caractéristiques de cette personnalité extrêmement forte. Et petite précision, elle fera partie de la même vague d'immigration que le proclamateur, en quelque sorte, en 48 de l'État d'Israël, c'est-à-dire David Ben Gourion. Golda Meir s'installe dans un kibboutz, un village collectiviste, avec son mari. Et elle y a déjà une place de leader, mais son engagement devient ensuite politique. Elle suit le mouvement principal. Elle fera partie de ce centre-gauche. Alors aujourd'hui, on appellerait ça le centre-gauche. À l'époque, c'était beaucoup plus rose-rouge, notamment en termes social et économiques. Elle est très proche du grand syndicat israélien qui se crée en 1920, à savoir la Histadrout. Et elle-même fera partie du Mapai. Alors c'est le parti des travailleurs qui plus tard changera de nom pour s'appeler Avoda. Avoda, ça signifie le travail en hébreu. Donc aujourd'hui, ce serait le parti travailliste, si vous voulez. Bon, alors il est devenu picrocolin, mais à l'époque, c'était vraiment le mainstream du mouvement sioniste. On était au Mapai, comme bien sûr David Ben Gourion, comme la plupart des illustres généraux, dont Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, etc. Shimon Peres, qui lui sera un grand homme d'État, non pas un général, mais un homme d'État. Eh bien, tous ces gens-là ont fait partie du Mapai de Golda Meir. Très rapidement, Golda Meir fait partie des proches de David Ben Gourion. Tous les deux entretiennent une relation de confiance. Ils forment l'un des piliers de la création de l'État d'Israël.
Et c'est donc logiquement qu'en 1948, Golda Meir obtient un rôle majeur auprès du Premier ministre. Sa place est aux États-Unis. Pour une raison très simple, c'est qu'elle connaît parfaitement donc cette société, elle parle parfaitement anglais, et en 1949, elle fait un voyage au moment de la création de l'État d'Israël aux États-Unis pour tenter d'alerter sur la situation extrêmement difficile du Yishuv et pour ramener des fonds. Et elle réussit à ramener plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui, dans les années 47-48, est absolument considérable. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on serait sur plusieurs milliards d'euros. Et tout ça sur une tournée qui va durer quelques semaines seulement. Golda Meir est ensuite nommée ambassadeur en Union soviétique avant de revenir en Israël pour occuper des fonctions au sein du gouvernement. Alors, elle n'aura pas la défense pour une raison évidente. C'est pas parce que c'est une femme, mais c'est parce que, en tant que femme déjà d'un âge, disons, relativement mûr, en 48, 49, 50, évidemment, elle n'a pas fait l'armée. Donc on lui donnera pas la défense, mais elle occupera plusieurs autres postes. Elle sera d'abord ministre du Travail de 1949 à 1956, puis ministre des Affaires étrangères jusqu'en 1966. Tout au long de ce début de carrière politique, Israël est marqué par les crises avec les pays voisins. Au lendemain de la proclamation de l'État hébreu, une coalition de plusieurs pays arabes entre en Palestine. Durant les mois de conflit, des centaines de milliers de Palestiniens doivent fuir. C'est ce qu'on appelle la Nakba. La première guerre israélo-arabe prend fin en mars 1949, mais le calme sera de courte durée. En 1956, la crise du canal de Suez éclate. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale. S'ensuit alors une troisième guerre israélo-arabe. Alors la guerre des 6 jours commence en mai 67, puisque la Syrie, l'Égypte et la Jordanie, donc les trois principaux pays limitrophes d'Israël, nouent une alliance militaire sous l'égide de Nasser, donc le plus puissant, bien évidemment, le chef de l'État le plus puissant des trois, à savoir le chef de l'État égyptien. Le même Nasser bloque le détroit de Tiran, c'est-à-dire la pointe méridionale de l'État d'Israël, donc le golfe d'Elat, qui permet à Israël d'emprunter la mer Rouge et par conséquent de gagner l'Asie, sans avoir à passer par le canal qui évidemment lui est fermé. Et puis, le même Nasser, toujours fin mai 67, décide de chasser les casques bleus qui, depuis la campagne de Suez de 56, maintenait la sécurité à la frontière entre l'Égypte et Israël. Et du coup, Israël, le 5 juin 67, lance une attaque dite préventive par lui-même contre l'Égypte, qui l'écrase rapidement, puis il retourne ses armes contre la Jordanie et enfin la Syrie. Alors, sur le plan strictement militaire, c'est un triomphe. Israël accroît considérablement son territoire et dès le 19 juin 67, le gouvernement de Lévi Eshkol propose aux États arabes un deal, comme on dirait aujourd'hui, un accord, globalement paix contre territoire. Et puis malheureusement, c'est suivi des 3 non, où l'ensemble de la Ligue arabe dit non à Israël, non à la reconnaissance et non à la paix. Israël s'empare de la bande de Gaza, de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la vieille ville de Jérusalem. C'est dans cet état que Golda Meir est appelée pour devenir Premier ministre en 1969, après la mort soudaine de Lévi Eshkol. Une femme les mettra tous d'accord. Dans la salle du théâtre OL, on ne remarque pourtant pas Madame Golda Meir, perdue parmi les 400 délégués. À 71 ans, elle avait pris une semi-retraite. Elle amorce peut-être une seconde carrière, car le choix s'est finalement porté sur elle. Golda Meir, on en fait souvent la grand-mère du peuple juif. Alors, puisqu'elle arrive au pouvoir en 69, elle est déjà âgée, elle est septuagénaire. C'est quelqu'un qui dispose d'une véritable aura en Israël. Je crois que ce n'est pas contestable. La population à l'époque n'est pas si viriliste que ça et par conséquent, ça ne pose pas de problème que ce soit une femme. De toute façon, Ben Gurion l'a qualifiée lui-même, je le cite, de seul homme du gouvernement. Fin de citation, pour vous dire à quel point il l'avait d'abord en haute estime et à quel point il considérait qu'elle était parfaitement capable de tenir le rôle qu'aurait joué un homme. Sauf quand même que Golda Meir avait fait partie de cette intelligentsia ashkénaze travailliste ayant accueilli de manière consternante, réellement consternante, de manière humiliante, les séfarades.
Parce que le sionisme est un mouvement fondamentalement européen. Et les grandes masses séfarades qui arrivent, donc orientales, juifs orientaux, qui arrivent dès les années 48, 49, 50, depuis le Yémen, depuis l'Irak, seront secondés par la plus importante vague migratoires d'origine séfarade, ce sont les juifs marocains. Et tous ces gens-là sont quand même, alors bon, ils sont accueillis, mais ils sont quand même assez largement méprisés par cette intelligentsia ashkénaze, donc originaire d'Europe, et Golda Meir n'est pas très bien perçue par ces gens-là. Concernant sa politique socio-économique, elle ne change pas de cap et reste ancrée à gauche. En matière de politique étrangère, je dirais que le mot qui résumerait le mieux Golda Meir, c'est vraiment immobilisme. Golda Meir est tout à fait convaincue que l'Égypte, la Syrie peut-être, mais surtout l'Égypte et la Jordanie vont finir par supplier Israël de se mettre à une table de négociation sur la base, en gros, de la paix contre les territoires. Seulement, elle ne comprend pas, Golda Meir, que ces États mûrissent plutôt une revanche et ne souhaite pas rester sur l'humiliation absolue de 56 et surtout de 67. Et donc on bouge pas. Et de 69 à 73, il y a ce qu'on appelle la cuisine. C'est-à-dire, en fait, ce sont des ministres qui vont tenir lieu de très très proches. Et Golda Meir, fidèle à elle-même, elle les réunit. Donc c'est le cabinet restreint, sécurisé. Elle les réunit dans la cuisine. Elle vit dans un tout petit appartement, tout à fait modeste. Elle leur fait le thé, les biscuits, elle-même. Elle les appelle Kindeler. Donc Kindeler, c'est en yiddish, c'est-à-dire les enfants. Mais elle ne fait rien. C'est-à-dire que autant le président égyptien Sadat, donc qui succède à Nasser, victime d'une crise cardiaque en 70, autant Sadat fait du pied à Nixon pour que Nixon dise aux Israéliens qu'il accepterait maintenant de faire la paix, mais en échange de l'intégralité du Sinaï. Autant du côté de Golda Meir, au mieux, on n'y croit pas. On croit que ce sont des manœuvres dilatoires. Et au pire, on considère que non, ça ne suffit pas comme proposition et qu'on gardera de toute façon au moins une partie du Sinaï. Golda Meir poursuit également la politique menée par ses prédécesseurs sur la question palestinienne. Elle considère que les Palestiniens, ça n'existe pas. Elle voit bien qu'il y a des Arabes, mais pour elle, ce sont des Arabes, d'ailleurs majoritairement musulmans, très bien, formidable. Mais s'ils ne sont pas contents, ils peuvent aller vivre ailleurs parce que le monde arabe, il est gigantesque. Bon, très bien. Et donc, elle passe totalement à côté d'une partie des revendications, même de certains Palestiniens très modérés d'ailleurs à l'époque. Pour elle, c'est un phénomène qui en réalité n'a pas lieu d'être. On discute avec des États, on rend certains territoires, on échange certains territoires avec des États, et puis ensuite ils se débrouillent avec les populations qui vivent sur ces territoires-là. Et ces populations sont arabes, mais pas spécifiquement palestiniennes. Dans la péninsule du Sinaï, Golda Meir laisse les colons s'installer petit à petit. Alors, ce n'est pas des colons très nationalistes, mais n'empêche qu'ils s'installent. Et à la fin des fins, il y aura 8 villages quand même, enfin 8 implantations dans le Sinaï. Elle laisse, négligemment ou complaisamment, des Israéliens s'installer en Cisjordanie, qui a été conquise en 67. Les Palestiniens ne sont pas très contents de ça. Mais toujours dans l'optique d'un échange contre les territoires à terme. Et en fait, si on devait être un petit peu sévère avec Golda Meir, on parlerait de pourrissement. J'ai parlé d'immobilisme, mais de 69 à 73, ça bouge pas. Et au contraire, elle a à faire face à une première vague de terrorisme palestinien avec des détournements d'avions dès 69, notamment à la Suissaire. Et puis bien évidemment, le point d'orgue de ça, ce sera le massacre des athlètes israéliens au JO de Munich en 72. Vers 6 heures, des coups de feu éclataient, les Palestiniens pénétraient mitraillettes au poing dans les dortoirs et tuaient un Israélien, un entraîneur de lutte, qui s'opposait à leur entrée et en blessait grièvement un autre. C'est une véritable boucherie. Très vite, les fédayines se rendent compte qu'ils ont été joués, jettent des grenades dans les hélicoptères qui sont détruits, tout le monde est tué. Il ne reste en fin de compte que 3 survivants, 3 fédayines. Tous les Israéliens sont morts, 9 au total. Son mandat est également marqué par un nouveau conflit, la guerre du Kippour, déclenchée le 6 octobre 1973, le jour de la fête de Yom Kippour. Alors la guerre du Kippour, c'est une véritable tragédie shakespearienne, au sens où on pouvait l'anticiper. Au début de la pièce, entre guillemets, les personnages sont présentés et on sait, comme dans les tragédies de Shakespeare, ce qui va se passer, ça va très mal se passer et à la fin des fins, tout le monde va en pâtir, voire mourir. Pourquoi je dis ça ? Parce que Golda Meir donc, n'a pas du tout vu venir les revendications et le réarmement des pays alentours, et notamment de l'Égypte. La guerre du Kippour, à l'inverse des 2 précédentes, elle voit les premiers jours Israël vaciller.
C'est-à-dire que les 3 premiers jours ont été absolument désastreux pour Israël. Ça a été la plus grande bataille de chars depuis Koursk en 1943, 2500 blindés contre 1500 blindés, enfin c'est absolument titanesque, des chasseurs bombardiers dans les ciels israéliens, syriens, égyptiens et jordaniens. Bon, et la Syrie et l'Égypte pourvus de matériel militaire soviétique dernier cri, les Israéliens qui très rapidement demandent aux États-Unis de Nixon, mais qui lui-même est empêtré à la fois dans la fin de la guerre du Vietnam et empêtré dans le Watergate, il faut pas l'oublier ça. Et les 3 premiers jours sont tellement graves, avec le front du Golan qui n'est pas enfoncé, mais en tout cas qui est très 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 négatif, le front du Sinaï qui lui aussi a été enfoncé par les troupes égyptiennes, et au bout du 3e jour, Golda Meir, elle menace. Alors, elle ne le dit pas comme ça, elle ne le dit pas ouvertement. Elle menace d'une guerre nucléaire la région. Enfin, elle dit, et là encore je la cite de mémoire, en substance, si nous mourons, tout le monde mourra dans la région. Ça veut dire quelque chose d'extrêmement précis. Et c'est Golda Meir qui va être obligée, fidèle à son tempérament d'acier trempé, de remonter le moral à son ministre de la Défense, Moshe Dayan, qui lui est en train de flancher. Alors finalement, le 4e jour, il y a non seulement le 4e jour, mais par la suite, le pont aérien en faveur d'Israël, donc d'armes et de munitions arrivent depuis les États-Unis, donc il y a un rééquilibrage des rapports de force, et puis finalement les Israéliens se réorganisent et finissent par l'emporter d'ailleurs assez largement. Mais malgré la victoire, Israël et son gouvernement sont secoués par cette guerre. Ce choc va être d'abord très profond, va ébranler le pouvoir de Golda Meir, va ébranler la réputation de Moshe Dayan qui démissionnera dans les semaines suivantes. Les élections devaient être organisées de toute façon en octobre, elles ont été reportées au 1er décembre. Le Parti travailliste l'emporte face au Likoud, mais de très très peu. De très peu. Jusque-là, c'était des victoires massives. Et quelques mois plus tard, Golda Meir démissionnera définitivement, parfaitement épuisée. Fin du suspense politique en Israël. La crise gouvernementale provoquée par le rapport à Granade sur les négligences de la guerre du Kippour se termine par la démission de Madame Golda Meir. C'est une période qu'on appelle encore en Israël le merdal, c'est-à-dire on pourrait dire ça, je le mets entre guillemets, le bordel, le bazar, quoi. Ça a été vraiment une période extrêmement difficile et ça marquera un vrai tournant puisque c'est la dernière fois que les travaillistes remportent haut la main des élections. Golda Meir s'éloigne alors de la vie politique israélienne. En 1974, c'est Yitzhak Rabin qui est nommé Premier ministre. Elle disparaît en 1979, donc après avoir vécu très douloureusement la victoire du Likoud, et donc la défaite absolument unique, pour la première fois, de son parti, le Mapai, le parti travailliste. Une lourde défaite en 1977 face à Menachem Begin, quelqu'un qu'elle considérait comme une espèce de fasciste, et qu'elle méprisait là aussi très, très souverainement. Et donc les 2 dernières années de sa vie, je dirais que d'un point de vue en tout cas politique, ce sont des années très, très tristes, des années d'amertume. Pour comprendre comment ce portrait de Golda Meir résonne avec l'actualité récente, Corentin Pénarguiar, journaliste au service Monde de l'Express, m'a rejoint en studio. Bonjour Corentin. Bonjour. D'abord, il y a un élément que nos auditeurs ont peut-être relevé. Le déclenchement de la guerre du Kippour a eu lieu en pleine fête religieuse, Yom Kippour, le 6 octobre 1974. Oui, forcément, ça rappelle le 7 octobre 2023. C'est un jour après dans le calendrier et c'est pas du tout un hasard. Parce qu'en fait, en 1974 aussi, l'Égypte et la Syrie ont attaqué Israël pendant une fête religieuse juive, le jeûne du Kippour. Et c'est une fête où traditionnellement, tous les ans, les familles israéliennes se réunissent pour faire la fête. Il y a une différence importante quand même, c'est que la guerre du Kippour, c'était une guerre très classique, des militaires contre militaires, des armées contre des armées, alors que le 7 octobre 2023, pas du tout. Corentin, on a rapidement évoqué avec Frédéric Ancel le manque d'informations de Golda Meir concernant l'attaque du 6 octobre 1974, et ça, c'est dû à une faillite des renseignements israéliens. Oui, parce qu'en fait, Golda Meir, elle était assez peu compétente sur le plan militaire, et en fait, elle avait assez largement délégué à son ministre de la Défense, Moshe Dayan, et quelques jours avant l'attaque, il a donné une interview où on le voit, il est calme, et il assure que les Arabes n'attaqueront pas, qu'ils sont trop marqués par leur défaite de la guerre des 6 jours en 1967.
Alors qu'en fait, on observe des mouvements près de la frontière, des manœuvres militaires, comme ce qu'on a vu à Gaza dans les jours qui ont précédé le 7 octobre. Mais là aussi, les chefs des renseignements israéliens disent oui, nos ennemis sont en train de se réarmer, mais en fait, ils ne vont jamais attaquer. On pourrait donc comparer les deux faillites du renseignement, celle du 6 octobre 1974 et celle du 7 octobre 2023. Oui, parce qu'on a beaucoup reproché à Benyamin Netanyahou de ne pas avoir vu venir l'attaque dans la bande de Gaza, d'être trop focalisé sur la Cisjordanie et sur les problèmes de politique intérieure avec cette réforme du système judiciaire israélien notamment. Mais en fait, le renseignement israélien avait fait remonter plusieurs inquiétudes sur le Hamas et il était au courant d'un plan pour enlever des Israéliens. Et puis d'ailleurs, une grande partie de l'appareil militaire et stratégique d'Israël a vraiment sous-estimé le Hamas. Il a sous-estimé sa force, comme Golda Meir avait sous-estimé l'Égypte en 1973. Alors les Israéliens pensaient encore en 2023 que le Hamas allait continuer de régner tranquillement sur Gaza, de prendre l'argent du Qatar, de profiter de son plein pouvoir sur la bande de Gaza, et qu'il resterait en fait sagement derrière cette barrière israélienne bourrée de nouvelles technologies et qui a coûté quand même plus d'1 milliard de dollars. Corentin, est-ce qu'il y a un autre aspect sur lequel Golda Meir et Benyamin Netanyahou peuvent avoir des ressemblances ? Alors en fait, ce sont deux premiers ministres israéliens qui se rejoignent sur la perception, sur leur vision de la question palestinienne, qui considèrent que les Palestiniens sont, et je cite, des Arabes comme les autres. Et Netanyahou, en fait, il a fait toute sa carrière sur l'opposition à la création d'un État palestinien. Et on peut aussi évoquer une différence importante quand même, c'est que Golda Meir, elle a démissionné après la guerre du Kippour, elle a reconnu ses fautes, ses erreurs, son manque de préparation, alors que Netanyahou ne l'a toujours pas fait depuis le 7 octobre dernier. Merci beaucoup Corentin pour tes explications. On te retrouve demain avec le géopolitologue Frédéric Ancel pour le deuxième portrait de cette série. Il sera consacré à un leader égyptien qu'on a rapidement évoqué dans cet épisode, Anwar el-Sadat. À demain. Pour ne pas rater l'analyse de Corentin Pénargar ainsi que l'expertise de Frédéric Ancel, pensez, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. Et j'ajoute que tous les articles de la rédaction sur le Proche-Orient sont à lire sur l'express.fr. Cette série a été réalisée par Jules Cros avec Solène Alifa.